Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je parle de littérature, d'écriture, je vous présente les livres que j'ai lus et que j'ai aimés ou pas. Et puis je parle d'actualité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai lu, ça fait déjà quelques mois, et j'ai pas fait vraiment de chronique, donc je me dis que c'est intéressant de faire une chronique de ce livre. C'est Covid-19, la grande réinitialisation. C'est un livre, je pense qu'il faut lire à l'heure actuelle. Il faut vraiment prendre le temps de lire ce livre parce que ça parle vraiment de ce qui nous arrive actuellement, de la façon dont cette crise du Covid est instrumentalisée par les politiques, comment elle est utilisée pour nous faire basculer dans un autre monde, un monde de contrôle numérique, un monde de contrôle sanitaire avec des grosses guillemets, et puis finalement une forme de dictature qu'on n'avait pas connue dans les pays de l'Ouest. Et qui se profile et qui se précise de plus en plus malheureusement. Ce livre a été écrit par Klaus Schwab. Donc Klaus Schwab, c'est le créateur du Forum mondial de Davos. Auquel sont invités tous les chefs d'État. Et c'est un peu lui qui guide la manière dont finalement cette crise est gérée. Donc Covid-19, la grande réinitialisation est parue en 2020. Je vais vous lire quelques extraits qui m'ont marqué, parce que je trouvais que c'était vraiment en lien avec ce qui nous arrivait et que c'était troublant en fait, troublant par rapport à cette continuité qui, voilà, ça a démarré, on va dire, à peu près en mars 2020. Donc on est à mars, avril, mai, voilà, 14 mois déjà sont passés. Donc 14 mois, c'est énorme, 14 mois à vivre au début, dans cette protection, ce qui nous apparaissait comme de la protection sanitaire, puisqu'on était tous, beaucoup d'entre nous, la majorité d'entre nous étaient effrayés, étaient convaincus du bien fondé de tout ce qu'on pouvait nous imposer. Et puis aujourd'hui, on est quand même nombreux à avoir pris un certain recul et à se poser des questions. Ce qui est très bien. Lire ce livre, c'est prendre le temps de se poser des questions sur la crise, sur la façon dont elle est gérée et sur son instrumentalisation par nos élites, parce qu'il y a plein d'éléments qui posent question et il faut prendre le temps de se poser ces questions-là. Alors ce que j'avais noté comme citation: plusieurs mois après le début de la pandémie, il semble que même un semblant de retour au statu quo pour la plupart des entreprises de services soit inconcevable, tant que la Covid-19 reste une menace pour notre santé. Cela suggère à son tour qu'un retour complet à la normale ne peut être envisagé avant qu'un vaccin soit disponible. Donc vous voyez que dans ce livre, l'idée qu'on puisse s'en sortir sans vaccin n'est pas envisagée, alors que si on compare notre situation à d'autres pays, donc moi l'exemple que j'aime bien c'est l'exemple du Japon. Donc le Japon à l'heure actuelle a eu un peu plus de 9000 morts du Covid, donc sans confinement strict, sans port du masque obligatoire et surtout sans vaccination. Le Japon a fait de la prévention et a traité les personnes. Et ce qui est étrange, c'est que je n'ai pas vu une délégation de pays comme l'Espagne, l'Allemagne, la France aller au Japon et essayer de voir comment eux ils ont géré, puisqu'ils ont réussi à gérer, et puis ramener ce qu'ils ont fait chez nous et faire ce qu'ils ont fait et qui a réussi à les sortir de ce marasme. Donc c'est ça qui est assez troublant. En tout cas pour Klaus Schwab, pas de sortie de cette crise sans vaccin. Autre extrait. Selon toute vraisemblance, la récession induite par la pandémie va déclencher une forte augmentation du remplacement de la main-d'œuvre.
ce qui signifie que le travail physique sera remplacé par des robots et des machines intelligentes, ce qui, à son tour, provoquera des changements durables et structurels sur le marché du travail. Donc la robotisation, selon lui, c'est la conséquence l'accélération de la robotisation, c'est la conséquence de la crise du Covid. Donc ce qui signifie, ce qu'on voit, j'ai entendu parler d'une entreprise de restauration qui a décidé de robotiser un petit peu, mais non, le plus simple oui, effectivement, si tu robotises, tu n'auras plus de salaire à payer et puis ça va être tout bénef pour toi. Ouais, donc voilà, pour lui, l'objectif c'est la robotisation, le remplacement en fait d'un maximum d'individus, d'un maximum d'activités salariées par des robots. En fait, il se base sur des travaux de 2 universitaires d'Oxford qui disent que jusqu'à 86% des emplois dans la restauration, 75% dans le commerce de détail et 59% dans le divertissement pourraient être automatisés d'ici 2035. Donc je répète, d'après 2 universitaires de Oxford, jusqu'à 80% des emplois dans la restauration, 75% dans le commerce de détail et 59% dans le divertissement pourraient être automatisés d'ici 2035. Donc selon Schwab, ce serait intéressant pour des raisons d'hygiène et de propreté. Donc je ne sais pas si Schwab n'est pas un peu obsessionnel ou quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, pour lui, l'avenir, c'est la robotisation. Et on sent bien qu'on est là-dedans par rapport à des métiers où on n'aurait pas imaginé qu'on soit là-dedans. Donc aujourd'hui, on le retrouve beaucoup dans les supermarchés où il y a des caisses automatiques qui se sont installées ces dernières années et l'espace pris par les caisses automatiques augmente de jour en jour. Donc oui, dans la restauration, ça paraît un petit peu incongru et un peu dérangeant parce que on va au restaurant aussi pour se faire pour être servi par une personne physique quoi, qui va nous informer sur le menu, sur le vin, enfin voilà, il y a une relation, enfin quelque chose d'humain. Et là, je sais pas, alors peut-être que c'est plus envisageable pour la restauration rapide, qui a quand même pas mal commencé à s'automatiser bien avant la crise du Covid. On a, dans les restaurants rapides, les commandes, on les fait soi-même. Enfin, en tout cas, au McDonald's, les commandes, on les fait soi-même. Et puis après, on les récupère à la caisse. Donc, je pense que déjà, ils ont dû diminuer le nombre d'employés. Poursuivre la robotisation, ça va encore diminuer le nombre d'employés. Donc si le but c'est ça, ça veut dire une réduction des emplois. Donc après, qu'est-ce que les gens que vont faire les gens qui travaillaient là-dedans? Donc on a vu que du fait de la crise, tous les gens qui faisaient des petits boulots, les étudiants se sont retrouvés au chômage. Pour les petits boulots, beaucoup dans la restauration rapide justement, puisque comme on était en période de crise, il n'y avait pas de... C'était avec le confinement, les gens ne pouvaient pas travailler, donc du coup on se retrouve déjà dans cette configuration-là. Alors si l'intention des chaînes, en particulier de restauration, après on peut critiquer la malbouffe, mais bon ça c'est pas tellement le sujet, mais si l'objectif des chaînes c'est de s'automatiser, ça veut dire qu'il y aura moins d'emplois. Donc il va falloir trouver des solutions pour que les gens gagnent leur vie. Donc c'est là qu'on rentre aussi dans... qu'il y a d'autres objectifs qui sont visés. Alors, le livre a l'air quand même assez... il y a un côté assez, en apparence, assez humaniste. Donc il parle de redistribution des richesses, des riches vers les pauvres, et du capital vers le travail. Voilà, ça a l'air très... il parle du glas du néolibéralisme. En revanche, pour ce qui est de la gouvernance, il est très important qu'il y ait une gouvernance et qu'elle devienne encore plus puissante. Il y a aussi un parti pris idéologique pour la Chine. Donc selon lui, la citation c'est « Contrairement à l'Union soviétique, la Chine ne cherche pas à imposer son idéologie au reste du monde. » Je vous laisse cogiter là-dessus. Est-ce que la Chine cherche ou non à imposer son idéologie au reste du monde ? Je pense que oui, quelque part.
En tout cas pour certains modèles comme comment ça s'appelle, le crédit social ou voilà, enfin on est on est quand même sous le joug de la Chine. On s'en est bien aperçu dans cette crise parce qu'il nous manquait des produits qui se sont avérés, enfin qui étaient nécessaires, comme les masques. Bah, ils étaient fabriqués où? Ils étaient fabriqués en Chine et énormément de ce qu'on utilise est fabriqué en Chine. Donc on est dépendant d'eux. Et est-ce qu'ils essayent ou non de retranscrire, enfin de nous imposer un modèle de fonctionnement? Enfin, c'est une question qui est ouverte. Il dit aussi que le confinement a montré que la pollution climatique est peu liée aux gens, mais malgré tout, il conseille de continuer dans cette voie, c'est-à-dire à continuer de vivre un peu comme on a vécu pendant le confinement, c'est-à-dire à limiter nos déplacements en voiture, limiter nos déplacements tout court, hein, comme ça on pollue moins. Mais il ne parle pas de mettre à contribution les structures qui polluent le plus, à savoir ce sont les entreprises qui sont les plus polluantes. C'est pas nous qui polluons le plus, ce sont les entreprises, ce sont les industries qui sont polluantes, et donc ça, il n'en parle pas. Il faut aussi que les mesures de distanciation sociale vont persister en entreprise après la fin de la pandémie, et que cela va justifier justement l'accélération de l'automatisation. Donc lui, il est vraiment là-dessus, on va automatiser, on va travailler à distance, tout ce qui peut se faire à distance va continuer à se faire à distance. Si les robots peuvent remplacer les humains, les robots vont remplacer les humains. L'idée, c'est qu'il faut continuer à organiser le travail en diminuant les contacts physiques, en diminuant les contacts humains rapprochés. Voilà, c'est une espèce de vision de la société qui est très déshumanisée, qui est très, très froide, enfin, pas très engageante, quoi, hein, pas très sympathique. Ce qui est intéressant et troublant dans ce livre, moi ce qui m'a troublée, c'est qu'il y a une façon d'acter, en fait, comme définitif et sans retour ce qui se passe aujourd'hui. On entend souvent dire par rapport à la crise actuelle, il n'y aura pas de retour en arrière. Les gens ils veulent revenir au monde d'avant, mais à chaque fois on te dit le monde d'avant on ne le retrouvera pas. Il suffirait d'enlever nos masques, d'arrêter de nous distancier socialement, enfin physiquement. Il suffirait que, par exemple, on accepte, enfin notre gouvernement et les gouvernements des pays qui sont dans cette logique-là admettent qu'il y a des traitements contre le Covid, puisque dans divers pays à travers le monde, des traitements ont été utilisés et ils ne sont pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Nous, on en est à dire que il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de retour en arrière, comme s'il fallait vraiment... En fait, le Covid, dans le livre de Klaus Schwab, le Covid, c'est comme la naissance de Jésus-Christ, en fait. Il y a une espèce de volonté de faire de cette crise un nouveau départ, le grand reset, Covid-19, la grande réinitialisation. Voilà, on a décidé que cette crise du Covid, que de plus en plus que des médecins, des chercheurs, des statisticiens relativisent en expliquant que le nombre de morts ne correspond pas à une pandémie, que c'est une maladie qu'on pourrait soigner assez facilement, que ce sont les mesures qui ont été prises qui ont fait qu'on a eu autant de dégâts, que ce soit au niveau du nombre de personnes décédées, qu'au niveau économique et au niveau social. Pour ce monsieur, pour Klaus Schwab, il y a une espèce d'inéluctabilité et ce moment de notre existence, on ne pouvait pas faire autrement finalement, et il remet tout en question et il redistribue les cartes du monde. Par rapport à la robotisation, il la voit aussi comme
cette façon aseptisée de considérer que le monde pourrait fonctionner, et bien justement, le fait que tout soit robotisé, enfin que le maximum de choses soient robotisées, ben ça éviterait qu'il y ait une nouvelle pandémie, puisque si les robots nous remplacent, ben du coup, on a moins de contact physique, on a moins de risque de se contaminer. C'est une espèce de société de l'hygiénisme poussée à l'extrême en fait. C'est-à-dire comme si nous les humains, pendant des centaines d'années, on n'avait pas été en contact avec des virus, avec des microbes, comme si on n'avait pas de système immunitaire qui nous protégeait, et qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse continuer à survivre, ben, il fallait qu'on soit séparés les uns des autres, il fallait qu'on ait le moins de contact physique les uns avec les autres, qu'on ait peur les uns des autres, que notre communication se fasse de manière virtuelle, et que c'était ça la condition de notre survie en fait. C'est vraiment l'idée qui est défendue dans ce bouquin, l'idée un peu l'idée totalement délirante, je trouve, qui est défendue dans ce livre. Il parle bien sûr de tout ce qui est traçage numérique, du style Stop Covid ou les autres choses qui ont pu être utilisées dans d'autres pays. Et il part du principe qu'on peut savoir avec certitude quand et par qui on a été infecté. Donc il prône l'utilité de toutes ces applications. Voilà, donc ce livre, moi je pense qu'il faut vraiment le lire, parce que ça donne une perspective différente à tout ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un projet dans ce qui nous arrive. Et bon, je vous ai résumé rapidement, je vous ai lu quelques passages, mais on a vraiment l'impression que cette crise, elle a une utilité en fait. Elle est vraiment, elle sert à quelque chose pour un certain nombre de personnes, pour un certain groupe de personnes, dans le sens où ils la voient comme quelque chose qui nous fait basculer dans un autre monde, et qu'il y aurait un intérêt pour nous à basculer dans cet autre monde. Mais en même temps, on se demande en tant qu'individu quelle est notre place dans ce monde-là, dans un monde où on est déshumanisé, où on est distanciés les uns des autres, où on est toujours dans la suspicion d'être malade ou que les autres soient malades. Comment on pourrait, comment notre humanité peut perdurer dans un cadre pareil, quoi. Je vois pas je vois pas le sens, et je vois pas le bonheur qu'on peut avoir à vivre dans ces conditions-là sur des décennies, quoi. Quel est l'intérêt? Donc c'est vraiment un projet de société. Et il y a des personnes qui ont comparé, enfin j'ai entendu, alors je sais plus qui disait que c'était quasiment, on pouvait voir dans Covid-19, la grande réinitialisation, on pouvait le voir presque comme le Mein Kampf d'Adolf Hitler, quoi, une espèce de projet de société hyper inquiétant et hyper dangereux. Et je trouve aussi que c'est inquiétant et c'est dangereux. Et puis aussi, c'est vrai que quand on lit le livre, ce qui s'est passé pendant un an, ben, ça prend un autre sens. Ça prend un sens, comment dire, on voit l'intérêt à ce que ça dure. Quand tu lis le livre, tu comprends que ben, certaines personnes, certaines élites n'ont pas intérêt à ce que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a un autre virus qui arrive, qu'on soit de nouveau confiné, qu'on soit de nouveau empêché de travailler, que justement la robotisation elle s'accélère, que les choses qui se font à distance de plus en plus, les achats à distance, que ça continue à se faire, que les GAFAM continuent à s'enrichir, que certaines personnes qui ont créé des applications particulières du type Zoom continuent à s'enrichir, parce qu'ils ont fait des milliards avec ce nouveau mode de fonctionnement, avec ces réunions à distance. Donc on sent bien que c'est un changement de paradigme qui est souhaité, et puis que on est entraîné là-dedans parce que il y a cette idée que la peur elle est là, et que la peur elle doit rester présente, et nous inciter à considérer que c'est aujourd'hui la meilleure façon de vivre, de nous voir, nous êtres humains, qui faisons partie du monde, et qui faisons partie d'un écosystème en fait. On est fait pour vivre sur Terre. Et là en fait c'est comme si on nous disait que
on n'est pas fait pour vivre sur Terre quelque part sans être vacciné contre ce virus et puis certainement les prochains qui arriveront. On n'est pas fait pour vivre ensemble comme on a l'habitude de le faire, de se réunir, de travailler ensemble. On est fait pour vivre à distance. On est fait pour avoir peur les uns des autres. On est fait pour passer d'un paradigme à un autre qui fait de nous, comme je disais, des êtres, des humains déshumanisés, quoi. Enfin des êtres déshumanisés en fait. Voilà, bah écoutez, c'est ça que je voulais vous dire un petit peu sur le livre de Klaus Schwab, Covid-19, la grande réinitialisation, que je vous invite à lire. Tout est écrit dans ce livre en fait. La feuille de route est tracée. Si on veut bien, si on veut bien se pencher sur ce livre. Je vous invite à découvrir mes écrits. Donc, tous mes livres sont disponibles sur Amazon. Donc, je suis écrivaine indépendante, c'est-à-dire que je m'auto-édite. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Informez-vous. Fouillez à droite, à gauche. Il y a une façon de dire les choses, il y en a une autre. Donc, soyez curieux. Essayez de faire la part des choses parce que tout n'est pas noir ou blanc, quoi. On est dans des nuances de gris. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.